On entend ça partout. Pour qu'une entreprise soit performante, il faudrait que ses salariés soient heureux. Ça semble tellement logique. Un employé qui se sent bien est un employé productif. Mais et si cette croyance, si répandue, était en fait un mythe? Voilà la question qui fâche. On a très longtemps cru que le bonheur était, en quelque sorte, le carburant de la productivité. Sauf qu'en y regardant de plus près, le lien n'est pas si direct, pas si évident. Et si la véritable relation de cause à effet était bien plus subtile que ça? Bon, là au moins c'est dit. Considérer la qualité de vie au travail, la fameuse QVT, comme un simple bouton sur lequel appuyer pour avoir de la performance, ce serait simpliste et partiellement faux. Alors si cette idée si populaire est en fait une fausse piste, où se cache la véritable clé de la motivation? Allez, première étape, on va s'attaquer à ce mythe du bonheur. Cette idée que le bien-être serait la cause directe de la performance, c'est une simplification qui, dans la réalité, elle ne tient pas toujours la route. Ce qui est fascinant, c'est que plusieurs études et exemples concrets montrent que la réalité est bien plus tordue. On a vu des situations où des conditions de travail dégradées ont, paradoxalement, mené à une hausse de la productivité. Et à l'inverse, des améliorations soudaines qui ont créé de la méfiance et fait chuter le rendement. Le lien de cause à effet n'est donc vraiment pas automatique. Alors, comment on y voit plus clair? La clé, elle est peut-être dans une distinction qui a l'air simple, mais qui change tout. La différence entre la qualité de vie au travail et la qualité de vie par le travail. C'est un changement de perspective qui va éclairer toute la suite. Et pour bien comprendre cette nuance, il y a la théorie de Frédéric Herzberg, qui est un outil juste formidable. En gros, il a séparé les éléments liés au travail en deux grandes catégories, et elles ne jouent pas du tout le même rôle sur notre motivation. Herzberg distingue deux choses. D'un côté, il y a ce qu'il appelle les facteurs d'hygiène. Le salaire, des bureaux confortables, la sécurité de l'emploi. Quand ils ne sont pas là, ça crée de l'insatisfaction, c'est sûr. Mais quand ils sont là, ça ne génère pas de motivation sur le long terme. Ça empêche juste de se plaindre. Et de l'autre côté, il y a les vrais facteurs de motivation. La reconnaissance, l'autonomie, le sentiment de s'accomplir. Et c'est eux les véritables moteurs de la performance. Le gros risque, si on se concentre uniquement sur ces facteurs d'hygiène, c'est de créer ce qu'on appelle une prison dorée. Imaginez un centre d'appel, avec des salles de repos incroyables, des avantages de folie, mais un travail répétitif sans aucune autonomie. Les salariés sont désengagés, mais ils n'osent pas partir à cause des avantages. Leur seul échappatoire, ça devient quoi? L'absentéisme. Cette prise de conscience, elle a fini par avoir des conséquences très concrètes et même officielles. On a compris qu'il fallait absolument recentrer le débat sur ce qui compte vraiment, le travail lui-même. Et ce n'est pas juste un petit changement de lettre, hein. On est passé de la QVT à la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail. L'ajout de ce C est absolument crucial. Il force tout le monde à remettre le contenu, le sens et l'organisation du travail au cœur de la discussion. On sort du superficiel pour revenir à l'essentiel. Concrètement, la QVCT, ça englobe tout ce qui structure vraiment le quotidien. La qualité du management, les relations entre collègues, le dialogue social, la façon dont le travail est organisé. L'objectif, c'est de construire un système où le travail lui-même devient une source de bien-être, plutôt que de toujours chercher à compenser un boulot pénible avec des à-côtés. D'accord, tout ça est très logique, mais comment on prouve que ces démarches sont rentables? Ah, ça, c'est le grand défi. Mesurer le retour sur investissement de la QVCT, ce n'est vraiment pas si simple. On voit souvent passer ce genre de chiffres. Les enquêtes montrent un climat social qui est perçu comme plutôt positif. C'est un bon indicateur de bien-être. D'accord, mais est-ce que ça nous dit vraiment quelque chose sur la performance? Et c'est là tout le nœud du problème. Est-ce que ce sont les bonnes conditions de travail qui créent la performance ou est-ce que ce sont les entreprises qui sont déjà performantes qui ont tout simplement les moyens de s'offrir de bonnes conditions? Le sens de la relation n'est pas clair du tout. C'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, ce qui rend l'analyse coût-bénéfice très très délicate. Alors, comment on fait? En fait, on peut opposer deux grandes visions. Il y a l'analyse classique, coût-bénéfice, qui pose la question « est-ce que la QVT vaut le coup ?» et qui mène souvent au statu quo. Et puis, il y a une approche plus innovante, l'évaluation embarquée, où ce sont les salariés eux-mêmes qui évaluent en continu comment l'organisation du travail impacte l'efficacité, la santé et les compétences. Et cette méthode-là, elle favorise l'innovation. Finalement, tout ce cheminement nous amène à repenser la QVCT, non pas comme une dépense ou une case à cocher, mais comme un véritable outil stratégique. Le point crucial, il est vraiment là. Le but, ce n'est pas le confort pour le confort. Il s'agit de créer un environnement qui peut être exigeant, mais qui est juste. Un environnement où l'effort mène à l'accomplissement, et où cet accomplissement est reconnu. C'est ça le vrai moteur d'une performance qui dure.
Et cette idée, ce n'est pas que de la théorie, loin de là. Un peu partout dans le monde, des expériences sont menées pour repenser l'organisation même du travail. On teste la semaine de 4 jours au Royaume-Uni, le management lent au Danemark pour laisser le temps à la créativité. On s'attaque au cœur du réacteur, le contenu et le rythme du travail. Les entreprises aussi s'y mettent et expérimentent. Certaines initiatives touchent vraiment au cœur du travail, comme cette plateforme de reconnaissance entre pairs chez AXA, qui agit directement sur la motivation. D'autres, comme le potager chez Bouygues ou l'aide à la logistique personnelle chez Randstad, améliorent plutôt l'environnement. Le vrai défi, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux. Alors pour finir, la question à se poser n'est peut-être pas comment rendre les gens plus heureux, mais plutôt, dans notre organisation, est-ce qu'on met l'accent sur les avantages périphériques, sur la qualité de vie au travail, ou est-ce qu'on cherche à rendre le travail lui-même source d'épanouissement et de performance, donc la qualité de vie par le travail? La réponse à cette question pourrait bien tout changer.